Bonjour à tous, c'est Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est pour moi l'une des meilleures manières de voyager au Japon, la moto, et en particulier la 125. Petit disclaimer, cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui souhaitent rester à moyen voire long terme au Japon, et je pense particulièrement aux personnes qui souhaitent rester avec un visa vacances-travail. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je vous invite à regarder sur les timestamps qui seront en description de la vidéo. Si vous souhaitez aller directement sur un point qui vous intéresse en particulier, n'hésitez pas, c'est là pour ça. L'un des principaux avantages de visiter le Japon à moto, c'est d'aller dans des endroits où les autres ne vont pas. La plupart des touristes voyagent uniquement en transport en commun. Ils vont utiliser principalement le Shinkansen et les autres trains japonais, les bus. Mais le problème, c'est qu'à voyager de cette manière, on se retrouve souvent cantonné aux endroits les plus touristiques, plus fréquentés. Et c'est un petit peu compliqué de sortir des sentiers battus et de découvrir un petit peu plus le côté authentique du Japon. Et je pense notamment à la campagne. Les routes japonaises sont aussi également très adaptées aux motos. Faut pas oublier que c'est principalement les Japonais qui font des motos. Et c'est pas pour rien, ils ont un environnement qui est très adapté pour. Le deuxième avantage qui me vient en tête, c'est le côté budgétaire. Si vous restez au Japon avec un visa vacances-travail, vous n'êtes pas éligible au JR Pass. Pour ceux qui ne connaissent pas le JR Pass, c'est un abonnement qui va vous donner accès à tous les trains et Shinkansen du Japon de manière illimitée. Donc ça vaut vraiment le coup si vous comptez voyager de manière intensive sur 3 semaines. Mais à partir du moment où vous êtes en visa vacances-travail, vous n'êtes plus considéré comme un touriste et vous n'avez plus accès à ce pass. Donc pour moi, le côté budgétaire de la moto, c'est très avantageux, et en particulier de la 125. L'un des principaux avantages de la 125, c'est que ça ne coûte pas cher en termes d'essence, puisque en général, vous allez consommer entre 2,5 et 3 litres au 100, ce qui est vraiment pas grand chose, et que l'essence au Japon est vraiment peu chère par rapport à l'essence en France. Le coût d'un litre d'essence au Japon, c'est à peu près 170 yens, soit environ 1,10 €. Ça veut dire que pour faire 100 km, ça me coûte seulement à peu près 3 €, ce qui est vraiment pas très cher du tout. À condition, bien sûr, de ne pas prendre les péages, mais ça, on va le voir dans les inconvénients de conduire au Japon. Autre avantage de la 125 au Japon, vous échappez au contrôle technique japonais, qui s'appelle le Shaken, et qui est à faire environ 2 ou 3 fois par an selon votre véhicule, et qui n'est applicable qu'à partir du moment où vous avez une moto qui fait 250 cm3 ou plus. Le Shaken en question coûte à peu près 35 000 yens. Alors personnellement, au niveau des assurances, je suis assuré au tiers, car ma moto n'est pas très chère. Voilà, elle m'a coûté l'équivalent d'à peu près 1400 €. Donc vraiment, si j'ai un très gros accident et qu'elle est complètement détruite, bon bah ça me fera 1400 € de perdu, mais c'est pas forcément la fin du monde. Après voilà, c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus en termes d'assurance. Mais du coup, pour une assurance au tiers, je paye environ 4600 yens, ce qui revient à peu près à 30 € par mois. En plus de ça, vous avez l'assurance obligatoire qui s'appelle le Jibai Seki et qui coûte quasiment rien. C'est vraiment l'assurance minimum, mais qui, voilà, elle coûte pas grand chose, mais elle ne couvre pas grand chose non plus. D'après ce que j'ai compris, c'est un équivalent de la responsabilité civile chez nous. Donc voilà, si vous avez un accident avec quelqu'un, que vous blessez un piéton, normalement les soins seront couverts. Mais de ce que j'ai pu comprendre, ça couvre pas forcément énormément de choses. Donc c'est pas, dans tous les cas, je vous déconseille de ne partir uniquement qu'avec le Jibai Seki, même si c'est tout à fait possible. En termes de coût, le Jibai Seki, c'est à peu près 8000 yens sur un an. Donc concrètement, ça vous coûte à peu près une cinquantaine d'euros. L'un des autres avantages de la 125 par rapport à une autre moto par exemple, c'est que vous allez payer moins cher en termes d'assurance, mais également en termes de péage, de parking. Vous avez énormément de parkings qui sont faits vraiment pour des 125 maximum. Et si vous avez une cylindrée plus grosse, vous allez passer dans la catégorie d'au-dessus et vous allez payer plus cher. C'est pareil pour la taxe annuelle. Donc chaque année, vous avez une taxe à payer qui est vraiment très réduite pour les 125 puisque ça coûte à peu près 2400 yens. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais dès que vous passez à la catégorie d'au-dessus, ça vous coûte forcément plus cher. La 125 aussi a le grand avantage d'être accessible avec un simple permis B français.
C'est-à-dire que en France, même en France, si vous êtes sur le territoire français, si vous souhaitez conduire une 125 avec un permis B, vous êtes obligé de réaliser la formation de 7 heures. Ça, c'est quelque chose qui a changé il y a à peu près 2-3 ans. Avant, avec un simple permis B, si vous aviez le permis B depuis plus de 2 ans, vous aviez automatiquement le droit de conduire une 125, ce qui n'est plus le cas en France. Mais au Japon, avec le simple permis B, sans même besoin de faire la formation française, vous pouvez directement avoir une 125, à condition de demander une autorisation à l'ambassade de France. Après, je vous parlerai un petit peu plus de ça dans une prochaine vidéo où je vous détaillerai les procédures qu'il faut faire pour avoir une 125 au Japon. Également, ce que j'aurais cité en avantage, alors ça c'est vraiment d'un point de vue, c'est mon ressenti, je me base pas forcément sur des statistiques ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que les Japonais sont beaucoup plus calmes que chez nous en termes de conduite. Je me sens en sécurité quand je roule à Tokyo. Le plus gros danger sont les vélos, où il faut vraiment faire attention parce que les vélos ont tendance à rouler un peu n'importe comment, mais les autres voitures, les autres usagers sont plutôt respectueux, et c'est rare qu'on me grille une priorité. J'ai eu très peu de frayeur en conduisant au Japon. Les autres petits avantages que je voulais vous citer, vous avez le fait de pouvoir éviter les embouteillages en ville tout simplement. Donc ça c'est quand même très pratique. Moi pour aller à mon travail en général je mets à peu près 45 minutes si je suis vraiment les voitures. Par contre, si je me faufile un petit peu entre les voitures, dès qu'il y a des stops, ce genre de choses, sans prendre de risques bien évidemment, en général le trajet où je mets 45 minutes, je vais en mettre que 35. C'est quand même un gain de temps qui est pas négligeable. Alors ça c'est un avantage dépendant de l'endroit où vous êtes, mais si vous vivez à Tokyo ou dans une grande ville japonaise, ça va être très compliqué de vous garer. La densité de population au Japon est vraiment très importante, donc vous n'avez pas autant d'espace qu'en France. Et du coup, dès que vous souhaitez vous garer sur un vrai parking, vous allez souvent payer très cher et pas forcément trouver de la place. Une moto, vous allez avoir beaucoup plus de parking, de petits parkings, ou même voilà, si vous la garez à côté d'une rue qui est pas trop occupée. En théorie, c'est pas forcément, bon ça dépend des endroits, c'est pas toujours légal, mais personnellement j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais gêné qui que ce soit. C'est quand même un intérêt qui est pas négligeable, et je vous déconseillerais vraiment d'avoir une voiture à Tokyo par exemple. Alors maintenant parlons un petit peu des inconvénients. Donc en premier inconvénient, évidemment vous avez tous les inconvénients qui sont inhérents au fait de conduire une moto. Vous n'allez pas pouvoir transporter beaucoup de bagages, vous allez être quand même moins en sécurité que dans une voiture, même si les Japonais sont respectueux. Si vous avez un accident, c'est vous qui prenez. Au niveau du climat, le Japon est extrêmement chaud en été, extrêmement désagréable, puisque si en France il fait chaud, au Japon il fait chaud, mais il fait également humide. C'est-à-dire que sur tout le mois de juillet et août 2023, j'ai eu à peu près autour de 35-36 degrés absolument tous les jours. Et durant la nuit, ça ne descend pas en dessous des 25 degrés. Donc vraiment juillet-août, je n'ai fait aucune sortie en moto parce que c'est juste pas possible. Surtout si vous êtes protégé avec une grosse veste. Je vous le déconseille. Et le mois de juin également, les températures sont pas forcément désagréables, mais c'est le mois de la pluie. Donc tous les jours, il pleut. Tout le temps. Les saisons que je vous recommanderais le plus pour voyager à moto, c'est principalement le printemps, donc mars, avril, mai. Faites attention en mars puisque certaines régions peuvent être encore un peu enneigées, je pense à Nagano, mais par contre au niveau de la météo c'est très agréable, c'est vraiment top pour voyager. Et vous avez également l'automne, bon j'ai pas encore testé, mais normalement je pense que sur les mois de septembre, octobre, novembre ce sera plutôt idéal également pour voyager, surtout que l'automne japonais est vraiment magnifique. Autre point assez coûteux en moto, ce sont les péages. Les péages au Japon sont très chers, à peu près aussi chers que les péages français je dirais. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour faire la distance Tokyo-Kyoto, donc soit à peu près 400 km, vous allez devoir payer environ 11 000 yens, soit 70 €. Donc c'est quand même pas forcément donné. À titre personnel, j'évite plutôt les péages parce que c'est coûteux, mais aussi j'ai beaucoup de temps libre, du coup
ça ne me gêne pas d'utiliser les routes de campagne, surtout que globalement c'est quand même plus sympa de rouler sur une route de campagne que sur une autoroute. Du coup, si comme moi vous avez pas mal de temps libre et que vous souhaitez rouler sur les routes de campagne, le principal inconvénient c'est du coup les limitations de vitesse. Vous avez énormément de limitations de vitesse qui sont sur du 40 km/h en ville et 60 km/h à la campagne. Donc nous en France on a râlé quand c'est passé à 80 km/h, mais croyez-moi 60 km/h c'est encore un sacré gap. Après c'est assez surprenant mais les Japonais respectent relativement peu les limitations de vitesse dans la campagne, et des informations que j'ai pu lire sur internet, c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a une certaine tolérance au niveau de votre vitesse à la campagne. Donc si vous roulez plutôt à 70-75 compteurs en pleine campagne, que vous n'avez pas une conduite dangereuse, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais du coup forcément pour un voyage qui devrait vous prendre 2 heures en prenant l'autoroute, ça va vous prendre plutôt autour de 4 heures si vous prenez des routes de campagne. Donc au final, si vous avez envie de visiter le Japon d'une manière un petit peu originale, de sortir des sentiers battus et de pas forcément vous ruiner en termes de budget, je pense que la 125 a une place au podium des meilleurs moyens de transport. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce rouge. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, des points à éclaircir. Je suis là et je vous répondrai du mieux que je pourrai. À bientôt!